Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast A&M. Déjà 12 mois qu'on se parle et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors merci. Pour rappel, les documents de travail des lives ainsi que les comptes rendus de nos 2 premières masterclass sont disponibles uniquement pour nos abonnés payants, alors n'hésitez plus. On se retrouve le 1er juin prochain pour la prochaine missive et d'ici là, bonne écoute. Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Changeons notre fan attitude ». Oui, je parle de notre attitude en tant qu'industrie musicale envers les fans et tout particulièrement de la manière dont nous en parlons et de ce que cela révèle des biais souvent inconscients mais manifestes qui façonnent nos stratégies direct to fan. Car nous avons bel et bien développé des attentes implicites envers les fans et spécifiquement leur comportement émotionnel et financier. Et ces attentes dictent à la fois comment nous fixons nos prix et nos objectifs, combien nous investissons en promo et marketing, et concrètement ce que nous priorisons au quotidien. Et à y regarder de plus près, c'est un combo peu glorieux de clichés et de réflexes hérités d'avant que nous n'avons pas eu le temps ni ou pris la peine de déconstruire. Tout d'abord, on pense encore communication de masse. Que ce soit du fait de notre surdépendance aux algos évoqués dans Rebond, Conversion, mon édito précédent, ou le fait que nous fonctionnions toujours dans le prolongement du paradigme médiatique du XXe siècle, nous n'avons pas changé d'état d'esprit. En d'autres termes, nous espérons encore pouvoir accéder à un vaste public et le conquérir d'un seul coup en ayant recours à une communication verticale à canal unique. Cet espoir se traduit par une approche uniforme de la promo, focalisée sur un seul dénominateur commun. La plupart du temps, c'est le genre musical, mais parfois c'est aussi une classe d'âge, ou la dernière tendance en ligne et par extension, un canal ou une plateforme où tout le monde se doit d'être. Il y a pourtant de belles stratégies à créer en s'adressant à plusieurs publics et leurs usages, y compris sur le plan générationnel. Car l'on n'arrête pas d'écouter de la musique après 40 ans, on peut encore prendre des places de concert à 65 et acheter un album, voire le télécharger à 80. Et je ne parle pas que de musique classique, les clichés ont la vie dure, à chaque génération ses usages, et cela ne peut que rendre nos stratégies meilleures et plus intéressantes. Deuxièmement, on est coincé dans une boucle infinie de vente. Héritage du siècle dernier où les tournées et surtout les cycles de promo étaient calés sur les sorties d'albums, nous sommes restés coincés dans un cycle éternel de vente. Prenez vos places, cliquez sur le lien, abonnez-vous, découvrez mon nouvel EP. Bien sûr que c'est le jeu, mais ces injonctions ne devraient pas tourner court et s'arrêter là. Car s'il n'y a plus que l'injonction, la relation reste purement transactionnelle et à sens unique, où il est sous-entendu que la seule manière pour les fans de soutenir leurs artistes préférés et donc d'être appréciés en retour est de leur rapporter de l'argent ou de la visibilité à court terme. Ça fait un peu « dis-moi combien tu m'aimes » et je n'ai jamais été très fan, sans mauvais jeu de mots, de ce type de relation. Troisièmement, on ne s'intéresse pas assez à ce qui les motive. Même si on sait parfaitement pourquoi on a besoin des fans pour leurs clics, leurs likes et leurs sous, on devrait aussi systématiquement se demander pourquoi les fans auraient la moindre raison de nous les accorder en retour. Oui, ça nous sert, mais quel est l'intérêt pour les fans d'ouvrir nos mails et de partager nos contenus ? Il est essentiel de se mettre à leur place et de mieux les connaître pour leur proposer quelque chose qui non seulement leur donnera envie, mais surtout leur montrera qu'on les respecte et en s'intéressant à ce qui les anime. Quatrièmement, on les prend quand même pour acquises. Dans notre course à l'acquisition de nouveaux fans pour grossir la fanbase, on oublie souvent de dédier une partie de notre stratégie au développement d'une relation forte et durable entre l'artiste et ses fans. Or, il n'est pas garanti qu'une fois que quelqu'un s'est abonné, il ou elle ne le reste pour toujours. C'est comme dans la vraie vie, si on vous oublie dans un coin et qu'on se sent ignoré, on finit par partir et chercher une relation plus équilibrée où l'on se sent vu, apprécié et reconnu. Cinquièmement, on les prend quand même un peu aussi pour des vaches à lait. Alors je sais qu'on n'est pas aidé par les pratiques cyniques de stars internationales, le plus souvent américaines ou coréennes, où le prix des billets est prohibitif, même pour une place où on ne voit rien, et le ticket d'accès à un meet and greet tout sauf personnel frise l'obscène, mais tout de même, il serait temps de nous rappeler que notre milieu n'est pas le seul à être touché par la crise, les coupes budgétaires et la morosité ambiante. L'inflation et la précarité touchent les fans aussi, particulièrement les étudiants, étudiantes, mais pas seulement.
Donc si on veut respecter ses fans, dans la limite de leurs moyens, à commencer par celles et ceux aux moyens les plus limités, on analyse ces données et l'historique éventuel de son projet pour comprendre son public et évaluer la réalité de son revenu disponible. Ça évitera aussi de proposer des contreparties qui lui paraîtront hors sol et hors de portée. 6e et dernier point, on leur refourgue une partie de notre travail en leur ajoutant de la charge mentale. Parce que même quand on parle de stratégie direct to fan, on reste dans l'idée qu'une fois qu'on les aura entre guillemets touchés, ces fans, le reste se fera tout seul. On présume d'une chaîne d'action par les fans à la suite du visionnage d'un seul contenu sur les réseaux sociaux. Like, sauvegarde, abonnement, recherche online, puis stream, abonnement supplémentaire, réservation de places de concert, achat de merch garanti. En filigrane, se dessine le fantasme d'un package de soutien minimum garanti et automatique. Je ne jette pas la pierre, c'est compréhensible. La communication prend tellement de place aujourd'hui que ça fait du bien de se dire qu'on a fait sa part et qu'on peut passer le relais. Mais comme tout fantasme, il est mis à mal lorsqu'il se confronte au réel. Je rappelle donc à toutes fins utiles que 150 000 titres sont mis en ligne chaque jour sur les plateformes de streaming, mais 80% d'entre eux ne sont jamais écoutés, même une seule fois, c'est une source Deezer. Et que dans le monde du e-commerce, il faut au moins 7 heures et 11 points de contact sur 4 canaux différents avant de convertir sa notoriété de marque en achat. Donc si on applique ce principe aux artistes, un like n'est vraiment que le début. Donc si l'on ne prend pas les fans par la main en leur prémâchant le travail, cela revient à faire reposer sur leurs épaules la charge de faire le lien entre les différents espaces et canaux de communication de l'artiste. Le résultat, une plus faible probabilité que l'action attendue ne se fasse. Qui plus est, cela ne marche vraiment que pour les artistes ayant déjà pris le temps de construire un fort lien émotionnel avec ses fans. Donc quand on n'en est encore qu'au début de son projet, il faut prioriser la construction de ce lien émotionnel avant de penser scalabilité. Bref, on peut faire tellement mieux. Grosse marge de progression. Huge même. Mais une fois qu'on a compris qu'il nous suffit de passer de l'injonction à l'invitation, tout coule de source. Les fans ont besoin de pouvoir se projeter dans l'expérience qu'on leur propose de vivre. Vous avouerez que leur partager en amont des indices sur ce à quoi s'attendre et leur montrer que ça va être un beau moment, les remercier aussi après une rencontre forte, c'est autrement plus incitatif que des injonctions enrobées de chantage affectif. Donc, invitons les fans et ou le public des salles à nous rejoindre plus souvent, descendons de notre piédestal et changeons notre fan-attitude. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de sous-titres. J'adore les sous-titres et je les mets partout. Je crois que cette habitude vient d'une époque lointaine quand je téléchargeais, très illégalement, mais c'était une époque pré-streaming, des épisodes de séries américaines. Si on avait de la chance, on trouvait les épisodes en VOST FR, sinon il fallait télécharger les fichiers de sous-titres créés par la communauté de fans et croiser les doigts pour qu'ils soient bien calés avec l'épisode téléchargé. #nostalgie. Depuis, ça m'est resté. Je mets les sous-titres partout, sur des contenus en langue étrangère, mais aussi sur des contenus en français, sur des épisodes de séries, regardez légalement aujourd'hui, je vous rassure, à la télé, je maudis les chaînes quand le sous-titrage n'est pas dispo, et évidemment sur Internet. Et je ne suis pas la seule. En 2021, 80% des Britanniques de 18-24 ans utilisaient souvent les sous-titres quand ils regardaient la télé ou une vidéo sur Internet. En 2024, 50% des Américains regardaient des contenus avec des sous-titres, et cette proportion augmente même à 70% chez la Gen Z. La raison derrière cet usage exponentiel des sous-titres? Alors perso, je suis déjà un petit peu dur de la feuille. Ensuite, j'ai un enfant que je ne dois pas réveiller quand je scrolle dans mon lit tard le soir ou quand je regarde la télé. Enfin, je regarde beaucoup de contenu anglophone et je lis plus facilement l'anglais que je ne le comprends à l'oral. Ne parlons même pas des accents. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Les sous-titres sont évidemment primordiaux, notamment pour que les contenus soient accessibles à des personnes malentendantes. Et au sein de la population valide, le sous-titrage répond à un besoin similaire. Près de 3/4 des gens
les utilisent car le mix des films et émissions n'est pas toujours réussi et les dialogues ne sont donc pas assez forts par rapport à la musique ou au son en arrière-plan. Autre raison, 1/3 des gens mettent les sous-titres sur leur télévision pour pouvoir regarder des contenus avec un son au minimum. Et sa statistique est à mettre en corrélation avec une autre. En 2016, 85% des vidéos sur Facebook étaient regardées sans le son. Il y a fort à parier que ce chiffre n'est pas baissé et ou qu'on retrouve le même sur les autres réseaux sociaux. En effet, ça répond aussi au désir de consommer dans n'importe quel contexte des vidéos, que ce soit dans les transports en commun ou dans son lit quand sa partenaire ou son bébé dort à côté par exemple. Bref, c'est un très mauvais point quand on parle de musique, mais ça j'y reviendrai plus tard. Dernier chiffre, 1/3 des gens utilisent les sous-titres pour rester concentrés sur l'écran. En fait, on est tous et toutes tellement accros à notre téléphone et submergés d'infos qu'on a besoin d'être stimulés visuellement pour pouvoir écouter, regarder un contenu. Bref, toutes ces stats et nos expériences personnelles sont autant de raisons pour sous-titrer vos contenus, tels qu'ils soient, et peu importe où vous allez les diffuser. Mais concrètement, comment fait-on ? Alors, sur TikTok et sur Instagram, la transcription et la synchronisation des sous-titres est complètement automatisée une fois que vous avez importé votre contenu grâce au bouton dédié. 3 astuces sur Insta. Premièrement, l'appli ne transcrit le contenu que s'il est dans la même langue que celle des paramètres de votre téléphone. Deuxième astuce Insta, vous pouvez modifier le texte, c'est-à-dire corriger les fautes sur les noms propres, enlever les répétitions et les intempestifs directement dans l'application. Juste attention, quand vous faites ces modifications de sous-titres, postez tout de suite votre contenu. Si vous le mettez en brouillon, ces modifications ne seront pas sauvegardées. #c'est du vécu. Enfin, troisième astuce sur Instagram, les sous-titres dans les stories sont disponibles dans certains pays anglophones actuellement. On peut espérer qu'elles seront bientôt déployées dans d'autres langues et dans d'autres pays. Pour TikTok, j'ai 2 astuces. Premièrement, l'application détecte la langue du contenu et si besoin, vous pouvez la spécifier manuellement et il y en a beaucoup. Vous pouvez également modifier le texte après transcription. Deuxième astuce, en anglais, une option permet d'enlever automatiquement les filler words. Vous savez, c'est like, you know, qu'on entend à foison dans des vidéos anglophones. Sur ces 2 plateformes, la police des sous-titres et leurs couleurs sont complètement personnalisables. Et sur YouTube, alors, l'option de sous-titrage automatique des shorts a été annoncée et devrait arriver sous peu. Elle est automatique sur les vidéos longues, mais il est aussi possible de faire la transcription et la synchronisation manuellement, directement dans YouTube Studio sur votre vidéo. Vous pouvez aussi ajouter un fichier de sous-titres à part. Et si on va voir les sous-titres dans la vidéo native, de très nombreux services permettent de transcrire et de sous-titrer automatiquement des vidéos. Sur mobile, je peux vous conseiller les applications CapCut, Zimo et Capvid. Et sur desktop, vous pouvez aller voir chez Type Studio, Headliner ou Appiscribe. Toutes ces applications fonctionnent en freemium et vous n'avez le droit qu'à un certain nombre de vidéos, minutes à sous-titrer par mois. Mais il existe tellement de services aujourd'hui que vous mettrez du temps à épuiser toutes leurs fonctionnalités gratuites cumulées. Et les vidéos de musique alors, j'y reviens. Sous-titrez vos clips, vos teasers de clips, vos visualizers ou à minima, rendez-les lisibles. Concrètement, si on entend les paroles dans une vidéo, on doit aussi pouvoir les lire. Et musique instrumentale ou non, on doit lire les infos principales que vous souhaitez faire passer. Nom du titre, nom de l'artiste, date de sortie, nom de l'album, date et lieu du concert, etc. D'abord pour que votre contenu puisse être compris par des personnes malentendantes. Ensuite, parce que cela correspond à ce fameux 85% de vidéos regardées sans le son. C'est quand même dommage de faire un teaser sur votre nouveau single, mais que personne n'ait retenu l'info, tout simplement parce qu'elle n'était pas écrite. Et enfin, tout le monde aime lire les paroles d'une chanson, que ce soit pour faire un karaoké, pour comprendre ce que vous dites dans votre chanson, ou tout simplement pour mieux les apprendre par cœur, comme en témoignent les milliards de vues des lyriques vidéo dispo sur YouTube. Bref, sous-titré. Coucou, c'est Inès et aujourd'hui on parle des pre-save. À l'approche de la sortie d'un album ou d'un single, on entend souvent parler pre-save, mais que signifie réellement ce terme et surtout pourquoi cet outil est-il devenu si stratégique ?
Le pre-save, c'est en quelque sorte l'évolution digitale de la précommande. Ce lien généré par les artistes et leurs équipes permet aux éditeuristes d'ajouter un morceau ou un projet à leur bibliothèque Spotify, Deezer ou Apple Music avant même sa sortie officielle. Le jour J, le titre est automatiquement disponible dans leur playlist ou dans leur interface, prêt à être écouté. Si cette fonctionnalité peut sembler simple et anodine, elle joue en réalité un rôle crucial dans la stratégie de lancement d'un morceau. Dans l'univers ultra concurrentiel du streaming, chaque sortie compte et une bonne préparation peut faire toute la différence. En annonçant la possibilité de pré-sauvegarder un morceau, l'artiste commence déjà à mobiliser sa communauté bien avant la sortie officielle et cette attente crée un engagement qui a déjà une forte valeur. Mais l'intérêt du pre-save va bien au-delà de cette première mobilisation parce que l'enjeu principal tient surtout dans les premières 24 heures suivant la mise en ligne. Ces premières heures sont souvent décisives parce qu'elles constituent un signal qu'on envoie aux algorithmes des plateformes. Spotify par exemple, mais comme les autres services de streaming, accorde une attention particulière à la performance d'un titre dès sa sortie avec l'analyse d'indicateurs comme le nombre d'écoutes, la durée d'écoute, le nombre de likes, de sauvegardes, la fréquence d'ajout à des playlists personnelles, etc. Et tous ces indicateurs permettent aux algorithmes d'évaluer si un morceau mérite entre guillemets d'être mis en avant. Autrement dit, plus il y a de pre-save, plus le titre a de chances d'être écouté dès sa sortie et donc plus il a de chances d'être intégré dans des playlists ou d'être boosté par les algorithmes. Le pre-save devient donc une façon indirecte mais puissante d'augmenter sa visibilité sur les plateformes. C'est une forme de bouche à oreille algorithmique parce que si les premières écoutes sont bonnes, alors le morceau est automatiquement proposé à davantage d'auditeurs et ce cercle vertueux peut rapidement amplifier la portée d'une sortie. Au-delà de la dimension algorithmique, le pre-save permet aussi de collecter des données précieuses sur son public. En utilisant des outils comme Linkfire ou Feature FM par exemple, les artistes peuvent générer des liens personnalisés qui redirigent vers les plateformes de streaming tout en recueillant des informations sur les utilisateurs qui cliquent. Et ces données telles que la localisation ou encore l'adresse mail permettent ensuite d'analyser les données de vos fans les plus engagés que l'on peut réactiver par la suite avec des stratégies direct to fan par exemple. C'est aussi pour cette raison qu'il est important d'accompagner une campagne de pre-save avec une explication claire, parce que pour de nombreux fans, le terme reste assez flou. Faut donc leur faire comprendre que ce simple geste a un impact concret, parce qu'il permet non seulement de ne pas manquer la sortie, mais aussi de soutenir activement l'artiste. C'est une preuve d'intérêt qui, cumulée à celle des autres, peut faire basculer un projet vers une plus grande exposition. Le pre-save représente donc bien plus qu'un simple clic. C'est une étape stratégique dans la préparation d'une sortie. Il permet de préparer le terrain, d'optimiser l'impact des premiers jours, d'activer les algorithmes des plateformes et de mieux connaître son public. Hello à tous et bienvenue dans ma chronique dans laquelle je vais vous parler de Baozi, la relève de l'électropop. Aujourd'hui, laissez-moi vous faire découvrir Baozi. C'est une artiste prometteuse qui pourrait bien exploser à l'international dans les prochaines années. Je dis électropop dans mon titre, mais elle mêle aussi des touches de dark pop et de R&B dans ses mélodies. Baozi ne se laisse pas enfermer dans les cases de genre. Elle prouve que la musique est un terrain de liberté créative. Son dernier EP de 4 titres sorti en janvier est une vraie bouffée d'énergie. Chaque morceau, musicalement et visuellement, est un sans faute. Elle a trouvé son univers, c'est doux, énervé et résolument moderne. Son style est abouti et ça se sent. Mon gros coup de cœur de cette EP, c'est Tired. Ce titre est à la fois intense et dansant, un vrai concentré d'énergie et d'émotion. C'est un morceau qui donne envie de se lâcher, de danser et de tout oublier. Tout l'EP est génial, mais Tired a ce petit quelque chose qui le rend irrésistible. Baozi a un avenir brillant devant elle et je suis convaincue qu'on en reparlera bientôt. D'ailleurs, vous avez aussi une playlist à écouter pour aller avec. Merci d'avoir écouté le podcast A&M et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Free audio post-production by alphonic.com.